Alors, je suis Maxime Drossard, je suis biologiste formé à l'Université de Mons. Je me suis spécialisé pendant mon mémoire et ma thèse de doctorat sur la conservation des pollinisateurs sauvages. Et j'ai aussi passé les dernières années à assurer la coordination du projet Interreg SAPOL. Alors, ce projet SAPOL, on le connaît un petit peu. Il s'agit d'un projet de conservation. Le but, c'était vraiment de mettre au point un plan d'action pour la conservation des pollinisateurs sauvages dans la zone transfrontalière, donc un peu de Wallonie, un peu de Flandre et le nord de la France. Et l'originalité vraiment de ce projet, c'était de mettre en association justement les compétences qui étaient assez variées des partenaires pour la conservation globale des pollinisateurs. Alors, on a trois grands groupes de pollinisateurs. On a bien sûr les abeilles, les cirfes et les papillons. Alors, les abeilles, bien sûr, on connaît l'abeille mellifère, hein, de par justement l'apiculture et cette relation qui lie l'homme avec cette espèce depuis quand même pas mal d'années, depuis des milliers d'années. Mais on a aussi en fait une partie immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus mystérieuse et qui a un rôle aussi majoritaire dans la pollinisation des plantes à fleurs sauvages, mais aussi cultivées. Donc, on a en fait grosso modo 400 espèces d'abeilles sauvages en Belgique, donc l'abeille mellifère, mais en plus 399 autres espèces d'abeilles qui sont, elles, sauvages. Deuxièmement, on a aussi les cirfes, 350 espèces de cirfes en Belgique. Ce sont des mouches mimétiques d'autres insectes pollinisateurs, donc très souvent, en fait, le grand public les confond avec des guêpes, avec des bourdons, avec d'autres abeilles. Et donc, on a en fait une méconnaissance du grand public là-dessus, mais aussi un petit peu scientifique, on le verra quand on abordera la notion de déclin. Et on a aussi, bien sûr, les papillons qui, eux, sont quand même beaucoup plus connus par le grand public, mais aussi scientifiquement. On a plus ou moins 110 espèces de papillons de jour en Belgique, et on a quand même plus de 2000 espèces de papillons de nuit aussi en Belgique, qui participent aussi de manière active à la pollinisation des plantes à fleurs. Alors, on a vraiment un gradient au niveau du déclin, un gradient de connaissance, parce qu'on va commencer par les cirfes, où là, on a vraiment un degré de connaissance qui est assez réduit. On a une certaine idée en Belgique, en tout cas, de 30% d'espèces qui seraient en déclin. Mais là, on n'a pas assez d'informations, pas assez de données pour réaliser ce qu'on appelle des listes rouges. Donc, ces listes rouges, c'est fait par l'Union internationale de la conservation de la nature, en tout cas avec les critères de l'IUCN. Et ça permet d'évaluer chaque espèce et de les catégoriser, de les mettre dans des catégories de déclin, celles qui sont justement peu en déclin ou celles qui sont justement fortement menacées, voire même éteintes. Donc là, au niveau des cirfes, on a 30% des espèces qui seraient en déclin, mais bien sûr, il faut améliorer encore une fois les connaissances. Les abeilles, on est un peu au niveau intermédiaire, on a un niveau de connaissance qui est assez grand, mais on a encore aussi besoin d'informations. Et là, il y a une liste rouge qui est parue justement fin 2019 et qui évalue plus de 30% des espèces qui seraient menacées. Donc, elles sont comprises dans ces trois catégories de menaces: vulnérables, en danger et en danger critique d'extinction. Si on prend en plus en compte les espèces qui sont en passe d'être menacées et les espèces qui sont déjà éteintes, on obtient une espèce sur deux d'abeilles qui sont déjà menacées, en passe de l'être ou bien déjà éteintes. Et les papillons, là, on a vraiment un degré de connaissance qui est beaucoup plus grand et on a évalué sur base des listes rouges à l'échelle wallonne, à l'échelle flamande et en poulant en tout à l'échelle belge, on évalue qu'une espèce sur deux est menacée actuellement. Maintenant, ces listes rouges au niveau des papillons commencent un peu à dater, donc elles doivent être mises à jour. Et de par les gros projets de conservation, de restauration, les gros projets LIFE, on peut espérer une certaine amélioration pour certaines espèces, en tout cas qui étaient visées dans le cadre des projets LIFE. Mais voilà, certaines autres espèces ont aussi pu justement décliner pendant cette période. Alors, l'importance globale des pollinisateurs, on peut la définir de trois manières. On a bien sûr une importance qui est dite écologique, puisque les pollinisateurs vont participer, vont permettre la pollinisation, qui est ce fameux transfert de pollen des étamines au pistil, justement. Donc, ça va permettre la reproduction in fine des fleurs. Donc, ça va permettre écologiquement la production de fruits, la production de graines, donc la couverture des sols, le brassage génétique, l'alimentation des animaux. Donc écologiquement, on a vraiment un gros impact positif justement de cette pollinisation. On peut chiffrer 75% des plantes à fleurs nécessitent justement d'être pollinisées. On a un deuxième grand type d'importance, c'est une importance qui est économique, puisque on a forcément la pollinisation de plantes à fleurs cultivées. Ça permet la production de fruits, la production de légumes. Donc on a vraiment cette importance directe. Mais on a aussi notamment un impact sur la viande, sur la charcuterie, parce que le bétail se nourrit justement de certaines plantes à fleurs, de légumineuses notamment.
Et donc, on a vraiment ce rendement, cette qualité de production qui va être aussi influencée par le déclin ou la bonne santé justement des pollinisateurs. Troisième grand type d'importance, et c'est vraiment dans le contexte actuel, c'est une importance qui est culturelle, qui est patrimoniale. On a, en comptant les espèces de papillons de nuit, on a presque 3000 espèces de pollinisateurs dans nos régions, donc c'est vraiment une biodiversité à valoriser, à protéger. On a une valeur esthétique des paysages qui est vraiment accentuée, permise par la pollinisation. Et voilà, dans ce contexte, on aime quand même bien prendre l'air dans un paysage agréable. Et on a bien sûr ce paysage qui va représenter une source d'inspiration au niveau technologique, au niveau artistique. Donc c'est vraiment un service d'importance culturelle, justement. Alors donc, face à ce déclin, bien sûr, des solutions peuvent être justement envisagées. Une action, justement, est nécessaire et indispensable. Alors, premièrement, on a de la sensibilisation, l'amélioration des connaissances qui, justement, où là, justement, les communes vont avoir un rôle qui est majoritaire. C'est de transmettre la bonne information, sensibiliser les citoyens des différentes communes à la protection de la biodiversité au travers de leurs espaces verts, justement. Donc, l'information des actions qui sont menées dans le cadre des espaces verts. Donc c'est vraiment ce volet sensibilisation, c'est la première étape justement pour impliquer le citoyen dans la conservation de la nature, même globalement. Ensuite, on a bien sûr des actions concrètes, bien concrètes, où là on va essayer de vraiment favoriser le gîte, donc les sites de nidification, et le couvert, donc les ressources florales. Alors classiquement, ça fait au cours des dernières années, on a toujours favorisé les hôtels à insectes, comme le gîte, les bandes fleuries comme le couvert. On a maintenant en fait pas mal d'autres actions qui peuvent être mises en place justement pour favoriser la biodiversité des pollinisateurs qui vont être impactés, puisque on a vu que dans les abeilles, dans les cyrphes, dans les papillons, on avait des écologies qui étaient extrêmement diversifiées. Donc les hôtels à insectes, potentiellement, c'est 10 à 15% des espèces d'abeilles qui vont nidifier justement dans ces structures. Or, on a vraiment une majorité des espèces d'abeilles qui vont nidifier dans le sol, aussi certaines qui vont nidifier dans du bois mort, certaines même dans des coquilles d'escargots. Donc on a vraiment une écologie très diversifiée qu'il est vraiment indispensable de prendre en compte si on veut participer à la conservation des abeilles. Idem pour les cyrphes, les larves ont des écologies très variées. Certaines sont aphidiphages, donc elles vont se nourrir de pucerons. D'autres vont être xylophages, elles vont se nourrir de bois. D'autres vont être aquatiques. Donc on a aussi des écologies qu'il faut prendre en compte au niveau des cyrphes. Et au niveau des papillons, bien sûr, les chenilles sont herbivores. Donc par exemple, elles vont avoir besoin pour certaines espèces d'orties. Par exemple, l'ortie, la mauvaise herbe par excellence, qui pourtant est vraiment indispensable pour certaines espèces de papillons. Donc l'important, c'est de prendre en compte cette diversité de pollinisateurs quand on essaye de participer à leur conservation, donc au niveau du gîte et du couvert. Alors au niveau des ressources florales, bien sûr, on a ces bandes fleuries. On peut justement aller encore plus loin et développer des friches fleuries, justement. Donc là, on est carrément sur une fauche annuelle. On laisse vraiment la nature libre cours à la nature, justement. Donc là, c'est vraiment le meilleur. En plus de ça, vous pouvez placer un panneau de sensibilisation pour bien informer les citoyens. Et ça représente vraiment un apprentissage pour le citoyen, et ça représente un moyen de conserver les pollinisateurs de manière extrêmement efficace. Donc friches fleuries, bandes fleuries, conserver ou créer des talus justement pour les abeilles qui vont nidifier dans le sol, bien exposés au soleil, comme ça va bien chauffer, ça va permettre une nidification qui est efficace, et aussi justement une ressource florale qui est aussi extrêmement bonne, puisque des plantes sauvages ont bien sûr poussé sur ce talus. On a aussi peut-être un peu plus esthétique, par exemple dans des endroits qui sont un peu plus visibles du public, des spirales de plantes aromatiques, où là on a l'aspect culinaire forcément, l'aspect esthétique, l'aspect écologique, et on aura bien sûr ce gîte et ce couvert qui seront maximisés, puisque dans cette spirale de rocailles, on aura justement des nids, des abeilles qui vont pouvoir nidifier dans cette rocaille, et on a bien sûr les plantes aromatiques qui sont mellifères, et donc elles vont pouvoir aussi permettre l'alimentation des abeilles. On a aussi, donc on privilégie en ce moment très souvent des bandes fleuries, mais il ne faut pas aussi oublier les arbres, aussi les haies, qui justement quand ils sont en floraison disposent d'une surface qui est énorme justement pour alimenter les pollinisateurs. Donc voilà, aussi les haies, ils vivent, les arbres mellifères. Et étant donné que certaines espèces d'abeilles sont vraiment spécialisées, donc on a parfois un lien très étroit entre une espèce d'abeille et une plante à fleurs, on peut aussi mettre en place
justement des aménagements pour ces espèces spécialistes, justement. Et on en a vraiment très très peu ici. Et donc, on peut mettre en place des parcelles monoflorales, par exemple de salicaires, notamment de trèfle ou de pulmonaire, où là, ça va vraiment impacter une espèce ou vraiment un cortège assez restreint d'espèces bien précises qui, elles, sont vraiment en danger, puisque vraiment les espèces, on l'a vu dans le cadre de la liste rouge des abeilles ou même des papillons, les espèces qui sont le plus en danger sont celles qui ont des conditions vraiment extrêmement étroites, écologiques, en termes de nidification, en termes d'alimentation. Donc voilà, c'est bien aussi de veiller aux abeilles qui sont en fait les plus menacées, puisque par exemple les bandes fleuries vont vraiment impacter positivement majoritairement les espèces qui sont généralistes, qui ne sont pas en danger en fait. Et donc c'est aussi important de bien veiller à héberger le maximum de diversité que l'on va pouvoir retrouver. Alors, on en est conscient depuis quand même pas mal d'années qu'on répète le même message. On sait très bien maintenant que les pollinisateurs sont vraiment essentiels. Ce sont des espèces clés de voûte. Donc, c'est-à-dire que si on impacte positivement sur ces espèces, on va impacter positivement sur l'ensemble de l'écosystème en général. Alors, donc, les pollinisateurs, en conclusion, c'est trois grands groupes. Les abeilles, pas oublier qu'il y a autre chose aussi que l'abeille mellifère. Les cirphes, qui sont assez peu connus du grand public, donc bien observer justement ce qu'on peut retrouver sur les plantes, et les papillons qui sont eux un peu plus connus. Donc en conclusion, justement pour les favoriser, pour les aider, on va dire, on doit justement placer des ressources florales tout au long de l'année, justement du début de la saison, donc vers février jusqu'à septembre, octobre, hein, donc vraiment des périodes de floraison qui sont assez étalées. Donc favoriser les espèces qui ont des périodes de floraison assez différentes et qui peuvent ainsi couvrir toute l'année. Une floraison bien sûr qui est abondante, notamment pour les espèces qui sont spécialistes, donc des parcelles monoflorales qui vont vraiment permettre d'alimenter des espèces bien précises. Une floraison qui est diversifiée, donc pour vraiment permettre à chaque espèce de se contenter. Aussi au niveau des abeilles, on a une notion de distance qui est extrêmement importante en termes de gîte et de couvert. Donc le gîte doit être vraiment un maximum 300 mètres des ressources florales. Donc on a vraiment cette notion de distance. C'est pas parce qu'on met un hôtel à insectes ou quoi que, entouré d'une zone d'herbe, qu'on aura justement une conservation extrêmement pertinente. Donc on a vraiment allié le gîte et le couvert sur une zone assez restreinte. Alors, le but du projet SAPOL, en fait, c'était de mettre en place un plan d'action pour la conservation donc, de ces fameux pollinisateurs sauvages. Alors, ce plan d'action est sorti en 2019 et mis à jour en 2020. Et c'est vraiment un document sur lequel vous pouvez vous baser n'importe quel type d'acteur, justement. C'est une des clés d'entrée, que vous soyez citoyen, que vous soyez décideur au niveau communal, que vous soyez financeur, que vous soyez agriculteur, etc., acteur du monde agricole. Des actions sont justement à votre portée pour impacter positivement sur les pollinisateurs. On a aussi une autre clé d'entrée, c'est en fonction du type d'espace, où là, en fonction des espaces verts privés, publics, en fonction des, voilà, que ce soit en milieu carrier par exemple, sur un terril, eh bien on aura des actions qui seront bien adaptées aux pollinisateurs, et aussi en fonction du type d'action, que ce soit en termes de sensibilisation, en termes d'actions très concrètes, ou en termes d'amélioration des connaissances, on a aussi des actions qui sont bien forcément différentes en fonction de ce que l'on veut faire. Donc, une seule adresse pour retrouver le plan d'action SAPOL, c'est sur le site sapol.eu. Vous aurez l'adresse, j'imagine, bien précise plus tard. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de ce document pour initier vos actions, justement, parce que là, on a regroupé, on a fait un bilan en fait de tout ce qui avait été effectué avant 2016 et même avant 2020. Et on a justement mis en place les différentes pistes que l'on peut explorer pour vraiment favoriser les pollinisateurs.